Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des shaders, des matériaux, ou alors en fait, pour faire plus simple, comment mettre de la couleur sur nos objets. Et oui. Alors à tout de suite. Alors, comment ça marche, les matériaux en 3D, la couleur, les matières? Parce que c'est vraiment ça en fait un matériau, c'est une matière, c'est la matière d'un objet. Eh bien, on se retrouve sur Blender et on va voir ça tout de suite. Alors, je vais me créer un petit Suzanne, hein. Mesh ici, Suzanne. Encore une fois, si t'as pas vu les vidéos d'avant, où on fait la modélisation, l'interface, toute la théorie, bah va les voir. Sinon tu vas pas comprendre ce que je vais raconter là. Voilà, ça se passe là-bas, en haut, là. Ok, donc on a un petit singe ici, d'accord? Suzanne. Et ce petit singe ici, je vais le subdiviser. Donc le subdiviser, on va juste le rendre rond. On l'a déjà vu la fois dernière, mais si tu ne te rappelles pas, il suffit de faire CTRL et appuyer sur une des touches 1, 2, 3 du clavier au-dessus, d'accord? Et ici, je vais faire clic droit, smooth, ok? C'est un truc de base, on en a déjà parlé la fois dernière, donc si tu n'as pas vu, va voir. Et ce petit singe, je vais lui donner une couleur. Donc pour lui donner une couleur, bah, je vais passer déjà en mode rendu. Je vais essayer de voir ce qu'on fait et je vais voir ce que donne le moteur de rendu à lancer de rayon de Blender. Pour ça, je vais faire Z vers le haut. D'accord. Si jamais tu n'as pas ce moteur de rendu là, toi, si tu as quelque chose d'autre, notamment un truc beaucoup plus qui ressemble à ça. D'accord. C'est parce qu'en fait, tu es sur Eevee, donc sur un moteur de rendu à ratérisation. Malgré le fait que tu sois allé bien dans rendu et pas matériel preview. Il faut juste que tu ailles dans tes propriétés et que tu viennes dire ici, s'il te plaît, monsieur, passe bien en cycle ici. Render Engine, cycle. D'accord? Sur le petit appareil photo ici, Render Engine, cycle. Ok? Maintenant qu'on a ça, comment on fait une couleur à notre objet? En fait, il faut comprendre que Blender s'organise de cette manière-là. Tu vas avoir globalement un système où dans Blender, tu vas avoir les objets. D'accord? Une liste d'objets. Et tu auras une liste de matières. Tu vois, il faut que tu imagines du métal, du bois, plein de choses. Et en fait, tu vas pouvoir lier, en fait, tu vas pouvoir mettre des matières sur certains objets. Tu vois, tu peux avoir, voilà, j'ai une matière bois et j'ai 3 objets, bah, je peux mettre la matière bois sur 3 objets. Tu vois. Mais tu vois, il faut que tu comprennes que les matières et les objets, à la base, fondamentalement, ils sont indépendants. D'accord? C'est des trucs qui sont complètement différents. Et toi, ce que tu veux faire, c'est de dire, ok, j'ai mon objet là, j'ai ma matière là, je veux mettre cette matière là sur mon objet. Et je vais juste, en fait, ce qu'on appelle faire un link. On va linker le matériel à l'objet. D'accord? Donc, premier truc, en fait, il va falloir créer un matériau. Il faut créer un bois, un métal, ce que tu veux. Il faut créer un truc parce que pour l'instant, dans nos serveurs, on n'a qu'un objet, on n'a que le monkey, on n'a pas de matériau. Donc, pour créer un objet, ce que tu peux faire, c'est que tu prends du coup ton Suzanne ici et tu viens ici cliquer là, sur ce petit bouton là. Et là, tu fais plus new et là, ça va créer un nouveau matériel. En fait, du coup, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de créer un nouveau matériel dans la scène 3D et ça le met sur l'objet. D'accord? On va le renommer histoire de s'y retrouver, tu vois, et on va l'appeler, par exemple, on va faire Suzanne en. Alors, on va faire des choses simples. Donc, on va mettre ouais, ça va être un test. Donc, on va appeler test parce que du coup, je vais te montrer pas mal de petites choses. Ici, tu vois aussi le truc, c'est que là, notre monde, notre world, il est gris. C'est pas ouf parce que nous, dans notre objet, comme la matière, elle va refléter l'environnement, etc. Ce serait bien d'avoir un environnement. Donc, pour voir un peu ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir ici et décocher Scene World ici. Et là, on peut venir cliquer et mettre cet environnement-là, par exemple, ou ce que tu veux. L'avantage, c'est qu'en fait, tu as un environnement préfet de Blender. Tu vois, c'est un truc juste de la preview. Hein, ce sera pas au rendu, mais ça te permet de vraiment voir comment va évoluer ton matériel sur ton objet quand tu vas travailler avec, ok? Et après, il va falloir modifier le matériel, évidemment, parce que là, bon, tu as quelques paramètres, mais en fait, les matériaux, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour les modifier, en fait, on va ouvrir un nouvel espace ici. Donc, je vais venir prendre l'espace de timeline ici et je vais venir transformer cet espace en shader editor, parce qu'en fait, un matériau ou un shader, c'est la même chose. Et on va travailler ça. Alors, je vais mettre ma tête un petit peu là, histoire que ça gêne pas. Et en gros, là, voilà, là, on a ce qui fait notre shader. Donc là, pour l'instant, c'est 2 nœuds. Et il va falloir déjà essayer de comprendre ce que ça veut dire un node editor, en fait. Hein. Donc le node editor du shader editor, c'est un système pour créer des shaders super pratique, un peu compliqué, qui peut faire un peu peur, mais super pratique. Alors l'idée, c'est pas que je t'explique comment fonctionne le node editor en long, en large, en travers aujourd'hui. C'est pas l'idée, ce serait beaucoup trop compliqué, ça prendrait 15 heures. Non, l'idée, c'est juste que je te montre aujourd'hui la base de, fondamentalement, comment tu fais une matière. D'accord? Tu vois, c'est assez simple. Pour faire une matière, tout se base dans ce nœud-là, ce qu'on appelle le principal BSDF. Là, ça là, c'est aussi ce qu'on appelle un shader PBR. PBR, ça veut dire base. PBR, ça veut dire quoi? Et PBR, ça veut dire quoi? Ça veut dire physiquement correct, mais qu'est-ce que veulent dire les anachronismes? PBR meaning. J'ai un petit trou de mémoire, tu vois. PBR, Public Borrowing Requirement. Pas du tout. PBR shader.
physically based rendering. Bah, je sais pas, en fait, c'est parce que je suis un attardé mental, en fait. Donc, c'est pour dire que c'est des shaders physiquement corrects. Je me souviens plus des parables. Ça veut dire que du coup, ils vont réagir de manière totalement correcte à la physique. Notamment, par exemple, ton principal shader, il ne peut pas renvoyer plus d'énergie que ce qu'il ne reçoit. C'est une des caractéristiques physiques. Et souvent, en fait, le PBR shader, on l'appelle aussi le système de shader metal roughness, qui sont en fait des techniques pour calculer et mettre en place que c'est du métal ou pas, qui justement se basent sur la métallique et la roughness. Donc, métallique roughness ou metalness roughness. Alors je vais expliquer comment fonctionne ce nœud parce que c'est globalement le plus important aujourd'hui. Alors on a plusieurs choses dans ce nœud. Si tu es sur Blender 4.0, parce que je suis à 3.6, ça se peut que ce nœud ait un petit peu changé, mais en ouvrant les onglets, logiquement tu devrais trouver les mêmes termes. Dis donc. Alors, ici, la première chose qui est vraiment intéressante, c'est ce qu'on appelle la base color. La base color, c'est quoi ici, ce petit point là et cette petite case? C'est simplement la couleur de ton objet, en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment sa couleur. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si je change sa couleur, ça change la couleur de l'objet. C'est fou, hein. C'est fou. Donc ici, hop, tu vois que tu peux venir mettre de la couleur que tu veux, d'accord? Mais il y a un truc important. Et le truc important, c'est ça. Il y a un deuxième paramètre ici, donc ça, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout, parce que c'est des paramètres qui sont trop, pas compliqués, mais trop avancés pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la base color, la métallique et la roughness. C'est les trois paramètres qui ont vraiment nous intéresser aujourd'hui. Parce qu'en fait, la métallique, elle permet de faire passer ton matériau de normal à métallique. Et alors, pourquoi de normal à métallique? Qu'est-ce que c'est dire normal et qu'est-ce que c'est dire métallique? C'est pas compliqué. Métallique, c'est assez simple à comprendre. C'est ton matériau, ta matière, c'est un métal. D'accord? Et normal, ce n'est pas un métal, mais du coup, c'est quoi? Et en fait, c'est ce qu'on appelle un matériau dialectique. Et là, tu vas me dire, ok, c'est quoi dialectique? Je comprends rien là. Eh ben, il faut qu'on se fasse une petite mise au point, si je puis dire. En fait, c'est assez simple à comprendre. Dans la vie de tous les jours, tu n'as que deux matières qui existent, deux types de matières, deux catégories de matières qui réagissent de manière différente à la lumière. Tu as les métaux, et ça c'est assez facile à comprendre. En fait, un métal, par définition, c'est un matériel qui peut conduire le courant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Un métal, c'est un matériau qui peut conduire le courant. Et tu as les autres matériaux, ceux qui ne conduisent pas le courant, qui sont les matériaux dialectiques. Okay, tout ce qui n'est pas un métal. Donc en fait, globalement, tu n'as pas tant de métal que ça, tu vois, tu as le fer, le zinc, le cuivre, j'en sais rien, moi, et les autres, tu vois. Et dans les matériaux dialectiques, tout le reste. La terre, le diamant, l'émeraude, le plâtre, le bois, peu importe, tout ça, c'est des matériaux dialectiques. Et alors, quelle est la différence entre un matériau dialectique et un matériau métallique? Eh ben, le matériau métallique, il est assez simple à comprendre parce qu'en fait, ce n'est qu'une réflexion. C'est-à-dire que le matériau métallique, ce n'est que un miroir. Ce n'est pas plus que ça. Un métal, c'est tout le temps un miroir. Alors, pourquoi ça ressemble pas à un miroir? C'est parce qu'en fait, c'est un miroir, mais il est tellement abîmé que la réflexion est tellement déformée que tu la vois pas. Mais c'est un miroir. Alors que un matériau dialectique, ce n'est pas qu'un miroir. Il y a une partie réfléchissante, mais pas que. Il y a aussi une partie absorbante, une partie qui va absorber la lumière, et ce qui fait que du coup, on va avoir, et ça va pas seulement absorber la lumière, ça va absorber la lumière, mais surtout, ça va absorber à une certaine longueur d'onde de la lumière, ce qui fait que l'objet va apparaître d'une couleur opposée à la longueur d'onde qui vient d'absorber. C'est ce qu'on appelle de la diffraction. C'est pas très importante, mais en 3D, il faut savoir que ça s'appelle la diffuse, ça, ce concept-là. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut que toi tu captes, c'est que tu as les matériaux métalliques qui sont que de la réflexion, c'est un miroir. Pourquoi tu vois pas ma tête? Toi, tu me floutes. Voilà, regarde-moi bien. Donc, tu me dois prendre pour un malade des fois. Bref, donc le métal, ce n'est que de la réflexion. C'est que quelque chose qui peut être reflété. Tu n'as pas de réelle couleur. C'est un miroir. Il faut vraiment que tu vois ça comme un miroir. Alors que la diffuse, ou alors les matériaux dialectiques, là, pour le coup, il y a deux éléments. Il y a l'élément de la couleur de l'objet, qui va être la diffuse, et par-dessus, un élément de réflexion. Alors, c'est pas vraiment par-dessus, je vais expliquer, mais au moins, tu as l'idée. Okay, donc là, c'est pour ça qu'on va commencer par le métal, parce que le métal, c'est beaucoup plus simple, c'est juste une réflexion, tu vois. Et la preuve, regarde, si je passe du coup en métallique, donc si le métallique est à 0, je suis sur un shader dialectique, pardon. Si je suis sur un métallique à 1, je suis sur un shader métallique. Si je suis sur un métallique à 0,5, je suis sur un shader qui n'a absolument aucun sens, c'est débile. Donc voilà, 0 ou 1, la métallique. Donc là, tu vois, j'ai un métal, et la preuve, tu vois, on voit bien que la réflexion, elle change de couleur ici. D'accord? On voit bien que c'est que de la réflexion. La preuve, si je mets la roughness à 0, c'est bien un miroir. Mais c'est un miroir qui prend la couleur de la base color. Et ça, c'est le deuxième c'est le deuxième point important pour les matériaux métalliques, c'est que la réflexion peut être colorée. Alors que sur les shaders dialectiques,
où on avait une couleur et une réflexion, la réflexion sur l'échelle dialectique, elle est toujours blanche. D'ailleurs, par rapport à ça, et ça marche pour la vraie vie, hein, si jamais ton mec, il t'offre une bague, et que la bague, la réflexion, elle est censée être en or, la bague est en or, mais que la réflexion dans la bague est blanche, c'est que c'est du TOC. C'est que c'est un matériel dialectique. Parce qu'une bague en or, la réflexion, elle est jaune. Parce que c'est un métal. D'accord? Voilà, petite astuce. Pour pas te faire avoir. Donc, pardon. Ici, je reviens du coup sur mon exercice, sur mon histoire, c'est que la réflexion ici, elle est colorée. D'accord? La preuve là, voilà. Là, j'ai de l'or. Tu vois? J'ai de l'or parfaitement poli. D'accord? Et justement, la roughness, c'est quoi? Parce que je l'ai bougé sans t'expliquer ce que c'est. Parce qu'en français, ça veut dire rugosité. Et en fait, c'est quoi la rugosité? En fait, c'est des micro détails de déformation sur la surface qui font que la réflexion ne va pas droite, en fait. Elle va pas refléter partout pareil. Donc là, je suis parfaitement poli. En fait, finalement, hein, l'inverse de rugueux, c'est poli. Et bien, si j'augmente la rugosité, tu vois que la réflexion commence à partir de plus en plus en vrille jusqu'à en fait, avoir quelque chose qui pourrait quasiment ressembler à de l'alu, tu vois. Et d'ailleurs, hein, si tu as une rugosité totale, en fait, on est quasiment sur une diffuse. Parce qu'en fait, de la réflexion qui se scatter, on appelle ça scatter dans tous les sens, en fait, ça ressemble beaucoup à de la diffuse qui, elle, fait de la réfraction. Mais par contre, le calcul mathématique ne reste pas le même. Dans tous les cas, comment tu sais si tu dois faire de la roughness comme ça ou comme ça? Bah, c'est simple en fait. Est-ce que ton matériau est rugueux? Et c'est très simple. Comment tu sais s'il est rugueux? Bah, si c'est une bague, il est certainement très lisse, il a été poli. Donc tu vas plutôt avoir une rugosité qui va être proche de 0. Par contre, si ton morceau d'or, là, tu viens de le trouver par terre, alors là, il est hyper rugueux. Donc ici, il sera plutôt comme ça. D'accord? Donc rugosité, ça sert à donner cet effet d'imperfection de surface que tu aurais dans la vie réelle. Okay? Donc ça, c'est la rugosité. Alors, on va passer du coup maintenant à un matériau dialectique pour bien comprendre ce qui se passe. Un matériau dialectique, tu vois, là, la réflexion elle est blanche. On le voit bien ici. Regarde, c'est bien blanc ici. Et j'ai beau faire ce que je veux, même si je mets la roughness à 0, en fait, ça ressemble pas à de l'or. Ça ressemble juste à un plastique jaune. Parce que c'est un plastique jaune, en fait. Et tu remarqueras un truc assez intéressant, c'est que si tu baisses la puissance de ta lumière, donc si tu mets ta base color en noir, tu vois en fait qu'on ne verra plus que la réflexion. Et la réflexion, on voit qu'elle est parfaitement blanche, elle reflète exactement ce qui est à refléter. D'accord? Donc ça, c'est un truc assez intéressant aussi, c'est que du coup, si tu as un objet avec une base color complètement noire, bah, tu n'as plus que de la réflexion. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc si tu trouves que ton objet ne reflète pas assez, en fait, souvent, c'est que ta base color est trop forte. Sache-le. Alors, cela étant dit, on va aller encore un petit peu plus loin parce qu'il y a un troisième truc qu'on va voir sur cet élément-là, c'est ce qu'on appelle la normale, ici, là. Donc ça, c'est les trois trucs qu'on va voir aujourd'hui. Donc normale, roughness et base color. Okay, et métallique aussi, du coup, pour passer de métal à dialectique. Donc la normale, c'est un truc tout bête. Alors on va refaire de l'or là, parce que honnêtement, là, ça fait un peu du caca. Donc c'est pas ouf. Donc hop, on va mettre une roughness un peu basse, on va augmenter un petit peu voilà, l'or, un petit truc un peu comme ça. Bon, c'est pas hyper doux l'or, mais voilà. Et puis métallique, hein, voilà. Ok, là ça ressemble plus à de l'or, c'est un peu plus cool. Ok. Et on va regarder du coup ce que c'est la normale. Alors la normale c'est quoi? La normale c'est un système qui va te permettre de faire un petit peu comme, enfin un petit peu, c'est carrément comme la rugosité, ajouter des imperfections dans la surface. Mais la différence avec la normale, c'est que, et la rugosité, c'est que la rugosité c'est des imperfections qui sont complètement aléatoires, tu n'as aucun contrôle dessus, d'accord? Mais par contre la normale, elle, tu vas avoir un contrôle total dessus. Tu vas pouvoir créer des lignes, créer des traces, créer des trous, etc. Et c'est vachement intéressant. Alors le truc c'est que c'est très bien de pouvoir créer des traces, des lignes, des trous, mais tu les fais comment ces traces et ces lignes et ces trous? Parce que là, avec ce que je t'ai montré là, ce nœud-là, tu peux pas faire de traces et de lignes et de trous. Hein. Et là, il n'y a même pas de truc à bouger dans le normal. Donc comment tu fais? En fait, bah là, il va falloir les créer à la main avec d'autres nœuds. D'accord? Et du coup, je vais te montrer une technique pour faire justement des imperfections. Alors, je vais te montrer une technique, il y en a des dizaines de milliers. Hein. Tu vas voir le nombre de nœuds qu'il y a, mais je vais te montrer une technique, je vais t'expliquer ce que fait chaque nœud, juste pour que tu aies une petite sensation tu vois, de ce que tu peux faire avec le shader editor. Évidemment, c'est 0,1% de ce qui est possible de faire avec. Donc, on y va. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'il y a un élément qui est très intéressant en termes de création, de génération de ce qu'on appelle de pattern, de forme, c'est un noise. Un noise, c'est quoi? C'est ce qu'on traduirait en français par du bruit, mais l'idée, c'est tout simple. Alors, pour ajouter un nœud, c'est comme dans la vue 3D, c'est Shift A, d'accord, ou Add ici. Et dans Input, tu peux avoir en fait tout ce qui est généré par Blender pour faire en fait un début de pattern. Et il y en a un qui est très bien, très pratique, que tout le monde utilise et qui est à vie, c'est le Noise. Alors c'est pas dans Input, pardon, c'est dans Texture, je me trompe, excuse-moi, pardon. Donc Noise, Texture ici. Et on va l'afficher pour regarder ce que ça donne. Donc pour l'afficher, tu vois, tu as un truc qui s'appelle Material Output ici. Et ça, c'est ce qui va sortir dans Cycle, c'est ce qui va être rendu en Cycle. Donc si tu mets ça là-dedans, tu vas voir ce que ça renvoie. Et tu vois qu'en fait, le Noise, c'est quoi? C'est des nuances de noir et de blanc aléatoires. D'accord? Et tu peux changer les paramètres ici, tu vois, je peux venir, hop, scale.
mettre plus ou moins de détails. Donc ça change, là, le détail c'est souvent un peu joli. Plus de roughness, ça va. Alors, moins tu as de roughness, plus les tâches sont visibles. Plus tu as de roughness, plus les tâches, ça devient quasiment un bruit complètement aléatoire. Il n'y a quasiment plus de tâches, ok? Donc, ça c'est un noise. Alors, il faut comprendre que chaque nœud dans Blender, dans le node editor, en fait, tu as une boîte qui fait un truc et ça sort à droite, d'accord? Et à gauche, c'est les paramètres que tu peux lui mettre pour que ça bouge. Te prends pas trop la tête avec ça pour l'instant. Je vais pas aller tellement dans les détails ici. L'idée, c'est juste que tu comprennes comment fonctionne ça ici, surtout. La normale. Donc là, on a le noise et on veut mettre ça dans la normale. Le problème, c'est que ça marche pas parce que tu vois, la normale ici, ça, c'est gris. Et ça, c'est rose. Violet. Oh, c'est compliqué aujourd'hui. Ok, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, gris, ça veut dire que ça sort un nombre. D'accord? Gris, c'est du nombre. Alors que ça, violet, ça veut dire que ça sort un vecteur. Et le problème avec un vecteur, c'est que c'est 3 composants, x, y et z. D'accord? C'est un vecteur 3D, alors que ça, c'est un seul composant. Donc, il nous faudrait un truc qui transforme ça en un truc de 3 composants, et ce nœud s'appelle un bump. Alors, attention, ne faut pas dire ce que c'est pas dit. Chaque flottant, pour les mettre en vecteur, il ne faut pas forcément les convertir en bump. Hein. C'est parce que là, pour le coup, le bump, c'est ce qui permet de transformer ça en ce qu'il faut pour la normale. Et tu vas comprendre pourquoi juste après. Je vais juste te montrer le bump et je vais t'expliquer après. Donc, si je vais venir ajouter un bump, donc c'est dans converteur, et ici, bump. Qui est pas là. Il n'est pas dans converteur, bump? Vector, pardon, peut-être alors. Vecteur, excuse-moi, bump. Je me suis trompé. Hop, facteur, tu mets dans height, ici, et ça, tu mets là. Hop. Et on va regarder ce que ça donne avant de t'expliquer ce que fait ce nœud exactement. Hop, et là, on voit que... Oh, on a l'impression qu'il y a plein de petites craquelures dans mon or et tout. C'est cool, non? Bien sûr que c'est cool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça marche? En fait, l'idée, c'est que je t'ai dit, cet élément-là sert à créer des imperfections sur la surface. C'est exactement comme la roughness, sauf que tu as beaucoup plus de contrôle dessus, et aussi ça correspond à des imperfections physiquement qui sont beaucoup plus grandes que les imperfections de roughness, tu vois. Disons que les imperfections de roughness, on est à l'échelle du micro millimètre, on est vraiment tout petit. Alors que le bump, on est plutôt à l'échelle du millimètre, voire centimètre. D'accord? Ça dépend après de la tête de plein de trucs, mais peu importe. Donc, ici, qu'est-ce que fait ce nœud exactement? En fait, ce nœud, il va convertir cet élément-là. Tu vois, ici, on a du noir et du blanc. D'accord? On a du noir et du blanc. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va convertir les informations de noir et de blanc en noir, ça pousse, et blanc, ça... Enfin, noir, ça creuse, pardon, et blanc, ça pousse. Noir, ça creuse, blanc, ça pousse. C'est exactement ce que ça fait, ce nœud-là. Ce nœud-là, il convertit ça en ça. Et ça donne un espèce de truc super chelou, comme ça, ce qui ne veut rien dire, en fait, hein, visuellement. Mais en fait, ça, c'est les valeurs de tes vecteurs sur toute la surface. Ça veut rien dire, on comprend rien, et de toute façon, on s'en fout. Enfin, si t'es chaud en shader, tu peux utiliser ça pour faire un truc de fou furieux. Pourquoi pas, on en parlera peut-être un jour, mais là, l'idée, c'est juste de dire ça, ça correspond juste à ça, mais transformé pour que ça pousse et que ça creuse. Voilà, c'est tout. Et ça, tu le mets là. Et là, bam. Alors évidemment, le problème, c'est que souvent, en fait, le bump de base est beaucoup trop fort. Et du coup, t'as un truc, c'est carrément là... C'est plus que du papier alu, le truc. C'est du froissé de froissé, quoi. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir dans ton bump et tu peux changer, en fait, la distance. D'accord? Donc, hop, et l'assistance, tu peux la diminuer, jusqu'à avoir un truc... Oh, pas mal. On n'a pas l'impression que ça, c'est une pépite d'or, un peu, là? Non? Non? Ah, si, hein. Regarde ça. Hop, et on peut un petit peu encore moins loin, et là on a l'impression que c'est juste des éraflures, tu vois. Pas mal, non? Et tu peux évidemment jouer avec la taille du noise, etc., les détails, etc., etc. Ok? Et alors, c'est quoi la différence sur la strength et la distance? Ça, c'est une bonne question, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Il faut que tu imagines que la strength, c'est un truc d'opacité, tu vois. Oui, non, oui, non, oui, non. D'accord? Alors que la distance, c'est comme si tu multipliais ces valeurs-là. Genre là, si je mets une distance à 100, c'est une multiplication par 100, tu vois. Bam! D'accord? Mais par contre, la strength ici sera tout le temps oui, non. Tu vois, oui, non, oui, non, oui, non. Oui, non, oui, non. Alors que là, je multiplie le résultat de ça. D'accord? Donc ça fait pas exactement la même chose. Je te laisserai essayer. Physiquement parlant, la strength, ça n'a aucun sens. Logiquement, il ne devrait pas avoir strength, il devrait y avoir que la distance. Et d'ailleurs, dans tous les autres moteurs de rendu, il n'y a que la distance. Il n'y a que Cycle AV qui utilise la strength. Donc sache-le. C'est pour ça que moi, j'utilise seulement que la distance. Et en fait, finalement, bah voilà. On a là les principaux éléments pour créer n'importe quelle matière dans le monde. En tout cas, n'importe quelle matière qui n'est pas transparente. Parce que tout ce qui est réfraction et tout, on verra peut-être ça un autre coup. On verra certainement ça pour la partie pratique parce qu'il y a un petit truc transparent. Mais ouais, on a toutes les matières pour faire un truc stylé. On peut faire du plastique, du métal, du bois, tout ce qu'on veut. En fait, au final, il suffit de changer la couleur, la métallique et la roughness. Et la normale, qui est en fait la normal map, donc on appelle ça une normal map, hein, sache-le. Ce qui est en fait les imperfections un peu plus grandes que la roughness. Quant à ça, tu peux faire en fait n'importe quel shader. N'importe quelle matière en fait n'est composée que de ces 4 éléments. Alors évidemment, ces éléments ils peuvent être très complexes en termes de pattern, en termes de ce que tu veux, en termes de forme, de texture. Mais par contre, c'est la base et la fondamentale pour tous les shaders. Et c'est exactement nous ce qu'on va faire en fait. On va pas aller plus loin que ça. Parce que ça suffit. Ça suffit amplement parce que moi c'est ce que je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes les fondamentaux avec cette série de tutos, tu vois. Et bah la fondamentale, c'est série de tutos, c'est ça. C'est
avec un principal shader, ce qu'on appelle un shader PBR, Physically Based Rendering Shader, tu peux faire n'importe quoi en modifiant seulement 4 valeurs, la base color, la métallique, la roughness et la normale. C'est tout. Ok? Donc j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu peux et que tu vas réessayer de créer de l'or ou même une autre matière. Regarde, hop, je l'or. Et non, j'ai un autre métal bleu, cyan, oh, de l'émeraude. Oh. Mais l'émeraude, c'est pas un métal, mais peu importe. C'est plutôt une pierre, donc c'est dialectique, mais t'as compris l'idée. Tu peux faire ce que tu veux. C'est vraiment super cool. Et simplement avec 4 matières. Tu vois qu'au final, ça fait peur, tout ça, mais c'est pas compliqué. Toi, tu dois juste retenir base color, métallique, spéculaire. Base color, métallique, roughness et normal. Ok. Pour les plus avancés d'entre vous, tu vas me dire que ça te paraît un peu simple. Mais oui, c'est simple, mais c'est normal, mais c'est la base. C'est la base, c'est la base. C'est pour les gens qui débutent. Ça. C'est hyper important. Et tu peux faire tellement de choses rien qu'avec ça. Si seulement déjà, les gens que je voyais qui faisaient du shading comprenaient ce principe-là et arrêtaient de me faire des mix partout, etc. et se baser simplement sur le base color, métallique, roughness et normal. Les résultats seraient tellement meilleurs parce que ce qui est cool, c'est quand tu te bases là-dessus, tu peux pas avoir des choses qui sont physiquement incorrectes. Tu ne peux pas avoir des choses qui sont complètement éclatées. Du coup, tu as des choses qui sont forcément propres et cohérentes physiquement et du coup qui sont jolies. D'accord? Et c'est ça qui est cool. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement des shaders et du shading dans Blender. Est-ce que ça t'a plu? Je le sais que ça t'a plu. Évidemment que ça t'a plu. Ça t'a plu et que t'as envie d'aller plus loin. Et surtout, si tu te dis que c'est bien, mais t'as vu le bordel que c'est là? T'as vu le nombre d'erreurs que je peux faire dans ce genre de truc là? Comment je sais si je me plante pas de chiffres, de machin, de trucs? Et je te dirais, bah, c'est compliqué. Alors, comment faire? Eh bah, le premier truc que tu peux faire, c'est aller voir notre petite formation gratuite sur les 7 erreurs à éviter quand tu débutes. 7 erreurs, 7 jours, 7 erreurs, une erreur par jour, où je t'explique toutes les erreurs que les débutants font quand ils démarrent. C'est 7 erreurs et 7 trucs et astuces à savoir quand tu démarres, histoire de partir du bon pied et d'avoir les bases fondamentales indispensables pour ne serait-ce qu'espérer pouvoir un jour faire de la 3D d'un niveau pro. Ça t'intéresse? Eh bah, il suffit de cliquer juste là, pardon. Tu cliques là, tu accèdes directement, c'est gratuit, ça dure 7 jours et c'est parti. Voilà. C'est vraiment l'endroit où démarrer si tu veux prendre, on va dire, la 3D à un niveau un peu plus sérieux. Ok? Et sinon, bah, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain cours. On va mettre tout ça en pratique. On va faire le shading et le matériel de notre petit pistolet. Allez, ciao.